la une également, passation de services dans les départements ministériels. Les ministres de la Sécurité, des Travaux publics et celui de l'Information et de la Communication sont officiellement installés dans leurs fonctions. Encore une fois, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur l'agenda du Premier ministre chef de gouvernement. Ce jeudi, Dr Ibrahima Kassory Fofana a rencontré successivement le haut représentant du chef de l'État, la présidente de la Haute Autorité de la Communication et le président de l'Institut national indépendant des droits humains. Ces rencontres se situent dans la dynamique de renforcer le partenariat entre les institutions républicaines en vue d'asseoir une véritable démocratie. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. Le nouveau Premier ministre veut rassembler les Guinéens dans un creuset de réflexion capable de minimiser les ressentiments. Ce matin, Dr Ibrahima Kassory Fofana s'est rendu au domicile du haut représentant du chef de l'État, Sidya Touré, leader politique, président de l'UFR. Les deux personnalités ont longuement parlé de la politique, de l'économie, des finances, mais aussi de la préservation de la paix dans le pays. Une visite qui nous a permis d'évoquer les possibilités de collaborer avec les partis politiques d'opposition afin de ramener un peu de tranquillité dans la cité et laisser la possibilité au développement économique et social qui ne peut pas se faire dans une ambiance perturbée. Donc nous avons de notre côté signalé que nous sommes parfaitement en accord pour cela parce que ça va dans le sens des intérêts de nos compatriotes, à condition bien sûr que nous puissions faire en sorte que les frustrations disparaissent. Ici, nous sommes au siège du Conseil économique et social. C'est un parlement à caractère consultatif, un forum national du dialogue social où se cherchent et s'obtiennent des solutions adéquates pour le développement économique, social, culturel et scientifique de la Guinée. La présidente de l'institution a mis cette occasion à profit pour dérouler certaines activités menées par le CES au cours de ces dernières années. Le Conseil économique et social qui donne avis et recommandations, nous avons besoin d'une synergie, comme le Premier ministre d'ailleurs l'a indiqué dans son discours, entre l'exécutif, le Parlement et nous, toutes les institutions républicaines pour aller de l'avant. Pour Dr Ibrahima Kassory Fofana, le Conseil économique et social est un partenaire privilégié dans la promotion du dialogue social en Guinée. Vous ne venez pas en complément ou nous ne venons pas en complément. Nous allons ensemble, en synergie, chacun dans son domaine respectif, mais convergeant vers le même objectif, d'améliorer les conditions de vie de nos populations, objectif dans lequel votre avis est déterminant, parce que de par votre composition, vous venez de tous les secteurs et domaines d'activité du pays. Vous trouverez donc à nous le partenaire pour que vos compétences puissent nous aider à améliorer nos performances. C'est le siège de l'Institution nationale indépendante des droits humains, l'INDH en abrégé. C'est un organe de protection et de promotion des droits de l'homme, un conseil pour le gouvernement en matière d'ancrage démocratique dans un état de droit. Toutes choses qui concourent à améliorer le climat des affaires en Guinée. Son président et le premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ont tous exprimé leur volonté d'œuvrer dans le sens du respect des droits humains en Guinée. Vous l'avez compris, au lieu de la Haute Autorité de la Communication, c'est plutôt au Conseil économique et social que le Premier ministre s'est rendu. À présent, ce chiffre du jour, 23 millions de dollars, c'est le montant alloué par la Banque mondiale au compte de la deuxième phase du programme de production agricole. Ce montant additionnel est destiné pour la mise en œuvre de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Explication Fodé Camara. Pour la remise de ce lot d'équipement, la cour de la Direction nationale du génie rural prend les allures d'un centre d'exposition. En tout, 212 engins roulants, dont 200 motos tout-terrain et 12 pick-up, d'un coût global de 5 milliards de francs guinéens. Ce geste du programme de productivité agricole vise à faciliter la mobilité des agents de l'Institut de recherche agronomique, des conseillers agricoles et autres acteurs des services stratégiques du développement rural.
Ces équipements acquis dans le cadre du financement additionnel du programme de productivité agricole, financement de la Banque mondiale, ces équipements, dis-je, c'est pour pouvoir aider à l'exécution des activités sur le terrain par les agents d'exécution et aussi permettre un suivi rapproché de l'empoisonnement des étangs et des mares au niveau du pays, car ces engins ont été donnés en même temps au département de l'agriculture, mais aussi au ministère de l'élevage et de la production animale, au ministère de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Donc c'est le développement rural dans son ensemble qui... Au niveau de la clé de répartition de ces équipements, l'élevage est logé à la bonne enseigne. Un secteur porteur de croissance impliqué dans le programme de diversification alimentaire du WAP, avec l'introduction de près de 5000 poules et 300 chèvres rousses de Maradi, importées du Niger. Le projet WAP qui est en train de nous appuyer là, grâce à cet appui, nous sommes en train aujourd'hui d'initier sur le terrain la mise en place de 120, je dis bien 120 groupes d'intérêt économique de jeunes et de femmes en production avicole. Nous allons importer des poules du Mali, 5000 poules de la race Wassaché du Mali, qui seront données à ces GIE. Le principal résultat attendu par ce programme financé par la Banque mondiale et le gouvernement guinéen est la fourniture de 4000 tonnes de soja, de maïs et de riz. Objectif, livrer aux paysans des semences à haut rendement, résilientes au changement climatique. Le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, comme jamais on le dira assez, accorde du prix à la transformation de notre agriculture comme levier du développement économique et social de la nation tout entière. Je vous invite donc, messieurs les directeurs responsables des services bénéficiaires, de faire un bon usage des moyens mis à votre disposition pour servir exclusivement les producteurs à la base dans le respect des procédures mises en place. Cet appui institutionnel permet aux producteurs de mieux profiter de l'expertise de proximité des services techniques de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Dans le secteur minier, la Guinée est appelée à renouveler sa conformité aux normes ITIE. Le comité de pilotage s'active dans la production du rapport 2016. Après élaboration, le projet de rapport est apprécié par l'ensemble des acteurs du processus afin d'opérer les derniers réglages avant la publication. Reportage signé Mohamed Alpha Baldi. C'est un pas de plus vers la validation de la Guinée aux nouvelles normes de l'ITIE international. Ce matin, le projet de rapport ITIE 2016 est présenté aux membres du comité de pilotage pour examen. Ainsi, les observations formulées seront étudiées par une commission spéciale avant la production du rapport final. Le comité de pilotage, qui est le client, va donc transmettre aux consultants ses observations. Il va les examiner, il n'est pas tenu de prendre tout en compte, mais quand même en fonction de ce qu'il va trouver de vrai, il va les intégrer pour pouvoir sortir maintenant le rapport définitif. Ce rapport, par rapport au précédent, il est très étoffé et il est très désagrégé. Il fait 214 pages par rapport au rapport précédent qui ne faisait qu'une centaine de pages. C'est le double actuellement, parce que les informations sont bien détaillées dans ce rapport, selon la norme ITIE 2016. Les rapports ITIE permettent de connaître l'ensemble des richesses générées par les activités minières durant une année en confrontant les paiements effectués par les entreprises extractives et ceux reçus par l'État. Pour l'heure, le comité de pilotage se réserve de communiquer son contenu avant la finalisation du document. Je pense que le travail n'a pas été mal. Cela est dû au fait qu'au niveau des ministères et au niveau du gouvernement, à commencer par le président de la République, tout le monde a pris un engagement d'aider l'ITIE, de considérer que la transparence est un élément important de la gouvernance. Donc cela étant, un peu de moyens a été mis à disposition, plus que les années précédentes. On est sorti de la gestion d'urgence dans l'élaboration des rapports. Donc ça nous a aidé à avoir un travail serein qui est d'une qualité meilleure à celle qu'on a l'habitude d'avoir. Les écarts tels qu'ils ressortent aujourd'hui entre ce qui est
donné comme information chiffrée par les sociétés et ce qui est donné par les services de l'État, percepteurs ou au niveau des collectivités, l'écart est très très réduit. En tout cas, il est plus petit de l'un que ce qu'on a l'habitude de constater. Engagé dans le processus depuis 2005 et déclaré pays conforme en 2013, la Guinée compte défendre sa nouvelle validation prévue cette année pour que le pays reste dans le club des nations au secteur minier crédible et transparent. On en vient à l'actualité sanitaire. D'abord, dossier des quadruplés. À l'issue des enquêtes menées par les services spéciaux des crimes organisés, professeur Télissi est mis aux arrêts et déféré à la maison centrale de Conakry. Il est poursuivi pour homicide involontaire et négligence. Hadia Toubari, Mohamed Mpati Kamara. L'enquête n'aura duré que 2 semaines pour réunir toutes les informations sur le décès des quadruplés Guissé. Les enquêteurs ont entamé le processus par l'audition du professeur Télissi, médecin gynécologue de la mère des quadruplés, principal accusé dans cette affaire. Dans la traçabilité de la scène, les 2 médecins présents lors de l'accouchement des bébés prématurés de la clinique Médicis et ceux de l'INSEE ont été tous entendus. Les dossiers médicaux du suivi de la grossesse de Mme Guissé sont étudiés minutieusement. Il y a eu d'abord premièrement un mauvais suivi de la grossesse. Selon les recommandations actuelles de l'Organisation mondiale de la santé, une grossesse normale doit être suivie pour au moins, il faut 8 contacts pour la grossesse. Dans le cas d'une grossesse multiple, la recommandation ici est chaque semaine, il faut un contact afin vraiment de déceler les complications, mais aussi améliorer la prise en charge. Donc, chose qui a fait vraiment défaut dans le cas de Mme Guissé, qui a reçu que 2 contacts. Également, le diagnostic de triplet qui a été posé en date du 22 décembre 2017. Alors, à la naissance, le couple s'est retrouvé avec des quadruplés. Donc, il y a eu non seulement ces décalages de chiffres. Selon les enquêteurs, la défaillance de la prise en charge immédiate des quadruplés Guissé au niveau de la clinique Médicis est l'un des facteurs qui aurait fragilisé leur état de santé. Le manque notamment d'une unité de néonatologie pour faire face à des grands prématurés de ce genre au sein de la dite clinique sont les principales preuves constituées lors de l'enquête. Ce sont des grands prématurés qui doivent être normalement dans un plateau technique obstétrical du niveau 3, où il y a une unité obstétricale, une unité de réanimation et une unité de néonatologie, permettant de prendre vraiment en charge ces enfants correctement. Cela pourra améliorer la survie de ces prématurés. Ces enfants-là sont venus à Donka dans un tableau morbide. Il y a eu d'abord 2 qui sont décédés et après 2 autres sont décédés. Pour le moment, le processus il a été déféré devant le tribunal de première instance de Tixine et il est sous mandat de dépôt au niveau de la maison centrale. Homicide involontaire par négligence dans la prise en charge des prématurés quadruplés et entre autres la charge retenue contre le professeur Télissi. En attendant l'ouverture du procès pour établir sa culpabilité ou non, la clinique Médicis est fermée pour l'instant. Dossier à suivre, encore santé avec la célébration ce 31 mai de la journée internationale sans tabac. En Guinée, l'événement est marqué par une série de sensibilisations des populations sur les dangers liés à la consommation du tabac. Sam Maratolno. Selon les spécialistes de la santé, la consommation du tabac constitue de nos jours un réel problème de santé publique dans le monde. Le phénomène tue plus de 6 millions de personnes chaque année à travers la planète. Ces constats de l'Organisation mondiale de la santé interpellent autorités et partenaires du secteur de la santé. Dans la commune de Kaloum, les membres de l'ONG Association guinéenne de lutte anti-tabac sensibilisent les populations sur les dangers liés à sa consommation. Nous voulons faire la sensibilisation à ce que les gens arrêtent de fumer. Parce que de nos jours, il y a des conséquences qui sont néfastes pour la fumée. Donc, certaines conséquences nuisent aux poumons. Certains aussi peuvent provoquer l'asthme et certains aussi peuvent provoquer le cancer de la gorge. Donc,
Avec ça aussi, ça peut nuire aussi à une femme enceinte qui est là à fumer et elle sait qu'elle est enceinte. Malgré la ratification de plusieurs conventions liées à son éradication par beaucoup de pays, l'industrie du tabac continue à promouvoir son produit à travers la planète. Elle constitue l'une des portes favorites d'entrée des jeunes dans l'usage des drogues dures, selon certaines études. À travers cette nouvelle stratégie de sensibilisation porte-à-porte, ces acteurs engagés dans cette lutte comptent toucher le maximum de consommateurs. Une fois, j'ai laissé la cigarette. Lorsque j'ai décidé de laisser, j'ai laissé pendant 1 an, 2 ans. Mais je faisais que grossir, prendre du poids. Lorsque j'ai recommencé à fumer, j'ai senti que ça ne va pas. Quand je marche pour monter sur l'escalier un peu, je suis fatigué, ça n'allait pas. On a fait beaucoup de sensibilisation dans des écoles, dans les quartiers, tout ça là. Maintenant, après, on s'est battu pour qu'il y ait un arrêté du haut-commissaire d'alors, Alpha Kamara, qui a essayé de faire un arrêté pour interdire la publicité à la télé et à la radio. On a compris qu'en faisant porte à porte, on va avoir un très bon résultat. Cette campagne de sensibilisation est initiée à l'occasion de la célébration de la Journée internationale sans tabac. Une journée fêtée sous le thème « Le tabac vous brise le cœur ». Les membres de l'ONG Association guinéenne de lutte anti-tabac comptent poursuivre ces séries de communications avec les populations dans les autres communes de la capitale. Toujours dans l'actualité sanitaire, l'hypertension artérielle classée dans l'ordre de la santé publique. Les professionnels de santé s'accordent sur une éventuelle prise en charge de la maladie. Par ailleurs, plusieurs campagnes de sensibilisation sont organisées pour la prévention. Par exemple, une opération de dépistage volontaire est organisée en faveur du personnel de santé de CHU Ignace Dine. Diane Yansane, compte rendu. 2 semaines après la journée consacrée à l'hypertension dans le monde, la Guinée veut démontrer la faisabilité d'une prise en charge de la maladie. Depuis une vingtaine d'années, l'hypertension artérielle est à l'origine de milliers de décès chaque année en Guinée. À Conakry, les spécialistes réalisent une analyse systématique des caractéristiques cliniques à l'occasion d'un dépistage gratuit touchant des médecins de l'hôpital Ignace Dine. Le but de la journée, c'est d'informer, de sensibiliser la population sur l'hypertension artérielle, sa gravité, ses complications, ses moyens de traitement et de prévention. Et nous avons décidé au cours de cette journée de dépister l'hypertension artérielle, mais également le diabète et l'excès de poids chez le personnel de santé de l'hôpital Ignace Dine. Nous avons constitué 3 équipes dans cette salle qui font exactement la même chose. Première étape, comme vous le voyez ici, quand le patient arrive, il s'assoit, on lui prend la tension aux 2 bras et qui est notée sur une fiche. Ensuite, on verra la deuxième étape, on pèse le patient et on prend le tour de taille. Et ensuite, on lui fait une glycémie capillaire avec les dames que vous voyez là-bas au fond. Vous avez encore 2 autres équipes de ce côté-là qui font exactement la même chose. Et toutes les données sont consignées sur une fiche. Tout de suite, là, l'intéressé, avant de quitter la salle, il est au courant. En fait, il connaît sa tension. L'hypertension artérielle est considérée dans le monde comme un problème de santé publique. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur l'inactivité physique, le surpoids et l'obésité sont souvent organisées à l'endroit du grand public pour une meilleure information sur la maladie. Ce dépistage du personnel soignant d'Ignace Dine est une grande première dans ce centre hospitalier. On m'a dit de diminuer ma glycémie, donc tu vois, c'est un bon effet, donc je ne savais même pas en fait. Donc grâce à ce dépistage, je saurais qu'il faut vraiment diminuer la glycémie. Mais je peux aussi conseiller à tout le monde d'essayer de faire le contrôle, de tout le temps faire sa glycémie, sa tension artérielle pour essayer de vérifier, pour ne pas être à risque. Selon des spécialistes, les facteurs liés au comportement et au mode de vie peuvent contribuer à l'apparition de l'hypertension artérielle. Ces facteurs sont notamment le tabagisme, l'alimentation malsaine, la consommation excessive de sel et d'alcool.
Lutte contre le trafic de drogue, 62 kg de cocaïne et plus de 500 kg de cannabis qui viennent d'être saisis à l'aéroport de Conakry. C'est un coup de filet des services spéciaux de lutte contre la drogue et les crimes organisés. Le présumé auteur a été présenté ce matin à la presse. Alpha Issé Agaba nous en dit plus. Depuis le Brésil, cet homme était signalé par la police internationale Interpol. À sa descente d'avion à Conakry, les services de sécurité de l'aéroport Bessia retrouvent dans ses bagages 2 kg de cocaïne. Le prix du kilo de cocaïne peut atteindre les 45 000 €. Le présumé trafiquant est de nationalité bissau-guinéenne. Il est âgé de 31 ans. Si hier, il s'agissait d'ingestion ou de colis de drogue en transfert, cette fois-ci, aussi bien que la finesse de l'intelligence des trafiquants est partie sur le mode de dissimulation, la finesse technique et la compétence professionnelle des agents de sécurité s'en est accaparée pour découvrir la drogue dans les tubes de cylindres des machines. Autre saisie, plus de 500 kg de cannabis. Cette quantité de chanvre indien est retrouvée en bordure de mer dans le quartier Boussoura, commune de Matam. L'auteur a eu le temps d'échapper à la police. Quand nous avons eu des informations que le colis est venu une semaine, nos hommes étaient sur le terrain. À la dernière minute, ils nous ont dit qu'ils doivent déplacer les colis. Ils l'avaient déjà déplacé pour aller les stocker derrière un cabaret. Donc le taxi qu'il attendait pour venir s'arrêter, faire semblant comme il vient pour boire, le taxi s'arrêtait derrière le cabaret et ils embarquaient la drogue. C'est comme ça que nous avons été informés, nos hommes sont descendus, mais tout c'était derrière le cabaret. Donc ceux qui sont à l'intérieur, personne n'a déclaré ça c'est pour moi. Donc, et le taxi n'était pas encore, on ne pouvait pas retarder. Si on retardait, il pouvait soit faire descendre vers la mer pour le mettre dans la pirogue, ou bien chercher un autre taxi pour les sortir. Les services spéciaux de lutte contre la drogue et le crime organisé annoncent la poursuite des enquêtes afin de retrouver le trafiquant en fuite. De juin, mois consacré à l'enfant en Guinée, les autorités consacrent 30 jours pour célébrer cette couche fragile. Une célébration qui se fait à travers les plaidoyers en faveur de la promotion et de la protection des enfants sur toute l'étendue du territoire national. La déclaration de la ministre de l'Action sociale est commentée par Mohamed De Camara. Pour la 26e année consécutive, le gouvernement guinéen consacre le mois de juin aux enfants. Les droits de cette couche vulnérable sont souvent bafoués, d'où l'engagement des décideurs à intensifier les activités de plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection des tout-petits. À quelques heures du lancement des activités de ce mois, le gouvernement guinéen réitère son engagement à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des enfants sur toute l'étendue du territoire national. Les activités des 30 jours dédiés aux enfants de Guinée doivent contribuer significativement à la mise en place d'un mécanisme de proclamation communautaire concourant à la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité des enfants. Sur la base de votre participation, le mois de l'enfant sera lancé officiellement à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et clôturé le 30 juin à travers un forum national sur l'enfance. Quant à la journée de l'enfant africain, elle sera consacrée à la remise de l'agenda sur les aspirations des enfants de Guinée aux 342 communes du pays. Durant 30 jours, des actions appropriées seront menées pour porter un coup d'arrêt aux nombreuses violences auxquelles cette couche est confrontée. Pour sa part, le gouvernement du Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana, sous l'impulsion et la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, renouvelle son engagement à créer les conditions indispensables à l'amélioration des conditions de promotion et de bien-être des enfants. C'est dire qu'aujourd'hui, plus qu'hier, des actions appropriées seront menées pour réduire ou porter un coup d'arrêt aux facteurs qui entravent l'épanouissement intégral des moins de 18 ans. Pour cette année, le mois de l'enfant sera placé sous le thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ».
Le mois de juin célèbre la date du 16 juin, journée de l'enfant africain, qui commémore le massacre des écoliers noirs de Soweto en 1976 en Afrique du Sud. L'actualité, c'est aussi la prise de fonction des nouveaux ministres du gouvernement Kassory. Les ministres de la Sécurité et des Travaux publics et celui de la Communication ont été officiellement installés dans leurs fonctions. Mohamed Saliouba nous fait le condensé de ces passations de service. Suivez. Au ministère de l'Information et de la Communication, Amara Sompari succède à Rachid Ndiaye. La cérémonie est présidée par le secrétaire général du gouvernement sous le regard de plusieurs membres du gouvernement et des cadres du ministère de l'Information et de la Communication. Le ministre entrant mesure les défis qui l'attendent à la tête du département de l'Information et de la Communication. La gestion du ministère de l'Information et de la Communication est à compter de ce jour appelée à s'exercer dans un cadre rénové, au sein duquel nous dialoguerons désormais, non plus dans une relation traditionnelle administration-administrée, empreinte de bureaucratie, mais dans une relation de partenariat fort, d'ouverture et de concertation. Il s'agit d'une transformation qui passe, selon moi, par deux grandes priorités. La première consiste à restaurer le cadre normatif et institutionnel du secteur de l'information et de la communication, en l'adaptant progressivement aux exigences de notre temps de façon forte et durable, dans un équilibre entre les exigences du renforcement de la liberté de la presse, du droit à l'information et les impératifs de la protection des libertés individuelles et la préservation de l'ordre public. Au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Maître Abdoul Kabeli Kamara passe le témoin à Alpha Ibrahim Akira. Le nouveau locataire du département de la sécurité promet des changements en profondeur. Je m'engage devant vous, chers collègues, tout en vous y engageant, de redorer l'image des forces de police et de protection civile dans le changement de comportement, l'amélioration efficiente de nos conditions de travail, pour une plus grande efficacité de nos actions contre les troubles à l'ordre public, la délinquance, la criminalité et le grand banditisme, l'anarchie dans la circulation routière que nos populations veulent faire disparaître sans tarder, les trafics de tout genre, les tares qui gangrènent également les effectifs de la sécurité et de la protection civile. Au ministère des Travaux publics, Moustapha Naïti devient le 22e ministre du département depuis l'indépendance du pays. Il remplace à ce poste Oumou Kamara, la toute première dame, à diriger ce département, mais absente à cette cérémonie pour des raisons de santé. Le ministre entrant promet de donner un nouvel élan à ce département stratégique. Je viens ici pour travailler avec vous, dans l'écoute permanente, dans les propositions, dans un management humain approprié. Un ministre est de passage. Il est appelé à partir à tout moment. Ceux qui font un ministère, ce sont les agents et les cadres. C'est vous qui constituez le fondement du ministère. À cet effet, je vais, dès la fin de cette cérémonie, effectuer des séances d'échange avec toutes les catégories d'agents et de cadres. Ensuite, nous nous retrouverons à une retraite de travail pour peaufiner ensemble le cadre et la méthodologie de travail qui vont guider nos actions. Tous les ministres entrants ont invité les cadres des départements respectifs à une synergie d'action pour relever les défis qui se posent aux différents départements. Par ailleurs, nous continuons à vous faire découvrir le parcours d'autres nouveaux ministres. Lansana Komara prend les rênes du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Il était jusque-là vice-président du Conseil économique et social. Son portrait avec Maurice Sidibé. À 63 ans, il prend les rênes du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail. Jusqu'ici vice-président du Conseil économique et social et président du conseil d'administration du projet hydroélectrique de Kaleta, Lansana Komara est né en Côte d'Ivoire.
Très jeune, il commence à militer dans le RPG vers les années 1988. Depuis 1994, Lansana Komara est membre actif du bureau des cadres du RPG, du comité central, puis du bureau politique national du parti au pouvoir. Fort de toutes ces expériences, il assure la coordination de la commission technique du RPG Arc-en-Ciel de toutes les élections organisées en Guinée. Secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel, aujourd'hui ministre, Lansana Komara a été surpris par sa nomination. Je voudrais remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui m'a porté confiance pour me mettre à ce poste. Et je puis lui rassurer ici que je ferai tout pour réussir dans l'intérêt de tous les Guinéens. Cet ancien étudiant de l'université Vladimir Ilyich Lénine, de l'université de la Biélorussie, ex-Union soviétique, est titulaire d'un master en sciences physiques et d'un diplôme d'études approfondies de l'université Nord-Pas-de-Calais en France. De retour au pays, Lansana Komara est chargé de cours de sciences physiques à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le nouveau promu mesure la portée des défis qui l'attendent. Je me fais déjà une idée du secteur, mais je suis convaincu aussi qu'une fois sur le terrain, je vais me faire une belle lecture et avec des contacts avec des personnes sérieuses, nous travaillerons aussi dans le sérieux, conformément à la feuille de route de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que le travail se fasse dans l'intérêt de tous les Guinéens. Marié et père de 5 enfants, ce soixantenaire compte s'investir pleinement dans la qualification de la formation technique avec le soutien des cadres de son ministère. C'est un économiste de profession qui va à la tête du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Patrick Milimono, c'est son nom, était conseiller à la Banque centrale de la République de Guinée. Il mesure les enjeux qui l'attendent dans un monde bouleversé par les changements climatiques. Aboubakar Junior Camara revient sur le portrait de l'homme. Roger Patrick Milimono a 63 ans. Diplômé en économie du développement en France, Patrick Milimono est devenu spécialiste des questions de stratégie, de planification et de la mise en œuvre de réformes économiques. Il était responsable de la mise en œuvre du projet système comptable de la BCRG. Ce technocrate mesure l'ampleur de sa tâche à la tête du département de l'environnement, des eaux et forêts. Je chercherai plutôt, au lieu de définir moi mes priorités, à voir dans les objectifs de la COP 21 et la COP 22 les priorités telles qu'elles sont définies et les mettre en œuvre avec le soutien et l'appui de mes collaborateurs du département. Roger Patrick Milimono a l'expérience du travail ministériel. Il a été assistant du ministre de l'économie et des finances avant d'être membre du comité et directeur national du programme d'élaboration du document de lutte contre la pauvreté avec le PNUD. À regarder déjà nos cours d'eau qui tarissent plutôt, je verrai avec mes collaborateurs qu'est-ce que nous pouvons proposer au gouvernement. Patrick Roger Milimono est marié et père d'un enfant. Le reboisement des sources de Demoudoula, la ceinture de protection du mont Kakulima, la protection du fleuve Konkouré, l'amélioration du cadre de vie sont entre autres sujets d'actualité sur la table du nouveau ministre. Ce qui nous amène au résumé de l'actualité nationale qui commence par la dissension dans le parti UDG de Mohamed Silla. Ensuite suivra la prière organisée en la mémoire des journalistes décédés et prendra fin par la journée de rupture collective au Palais du Peuple. C'est une compilation de Habib Thiam. Ils étaient jusque-là des militants et grands acteurs de l'Union démocratique de Guinée, l'UDG d'El Hadj Mamadou Silla. Après avoir choisi de le porter à la tête du parti en 2008 pour un rêve présidentiel, c'est la déception. Le navire commun perd de sa gravité. Nous, membres fondateurs de l'Union démocratique de Guinée, UDG, réunis en assemblée générale extraordinaire avec la participation de 22 membres du bureau politique national, 16 membres du comité central, 14 membres du comité national des femmes, 79 membres du comité national des jeunes et 24 secrétaires fédéraux.
À compter de ce jour, avons décidé à l'unanimité de présenter notre démission collective et en bloc de l'Union démocratique de Guinée, l'UDG. Ceci est une journée de prière organisée à la mémoire des journalistes disparus dans l'exercice de leur métier. À tour de rôle, les représentants du grand imam de la mosquée Faisal et de l'archevêque de Conakry, tout comme l'ambassadeur de la paix et l'Ajdieri Badiabi, ont formulé des prières en faveur de la presse guinéenne attachée à ses valeurs. J'ai eu très mal quand on a perdu bon nombre de journalistes en plein exercice de leur métier sur le terrain. Je me suis dit qu'il faut immortaliser ces morts. Après la prière du crépuscule au palais du peuple, ces fidèles musulmans se retrouvent pour la rupture collective du jeûne. Cette initiative du secrétariat général des affaires religieuses et le ministère islamique du Royaume d'Arabie Saoudite est un des grands symboles de fraternité qui caractérisent les deux pays. C'est des institutions de notre religion qui appellent à la solidarité islamique, à l'amour entre les riches et les pauvres, en travers des ruptures collectives. Mesdames et messieurs, c'est avec ce condensé que nous fermons cette édition. Demain, vous serez avec Falilou Diallo pour d'autres pages d'information. Je vous remercie de votre fidélité à la télévision nationale et vous souhaite un bon début de week-end. À bientôt.